YouTube censure nos vidéos. Si vous voulez recevoir l'intégralité de nos informations, je vous invite à vous abonner dès maintenant à notre newsletter sur le site internet ntdtv.fr/newsletter. Vous aurez ainsi toujours accès à des actualités fiables et non censurées. Face à la crise sanitaire, les gouvernements comptent utiliser la technologie pour gérer au mieux les déplacements des populations. Que ce soit avec le QR code, la reconnaissance faciale ou encore le bracelet électronique, ces nouveaux outils laissent-ils présager un recul de nos libertés? Nous essaierons de décrypter les réelles ambitions du personnage controversé George Soros, qui souhaite la mise en place d'un gouvernement mondial. Que se cache-t-il derrière ces ambitions? Nous tenterons de le découvrir. La Chine se prépare-t-elle au combat? Le récent discours du président Xi Jinping ainsi que les nombreuses intimidations vis-à-vis de Taïwan laissent entendre que Pékin est prêt à tout pour affirmer sa toute-puissance. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Si vous souhaitez recevoir l'ensemble de nos informations, je vous invite à vous rendre sur la toute nouvelle plateforme YouMaker. Nous avons déjà évoqué sur Nouvel Horizon la place importante que prend la technologie sur nos déplacements. La crise sanitaire semble accélérer le pas de la gestion des masses des populations. Le premier exemple qui anime les esprits en ce moment concerne la mise en place d'un QR code pour se rendre dans tous les lieux de vie, comme les restaurants, les salles de sport ou encore les salles de concert. Cette possibilité, qui est très sérieusement étudiée par le gouvernement, pourrait être testée très rapidement. Rentrons un peu dans le détail et voyons quelle est la procédure envisagée pour accéder au restaurant par exemple. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, prévoit d'attribuer à chaque restaurant un QR code qui sera affiché à l'entrée. Les clients devront le scanner via l'application Tous Anti-Covid avant d'y pénétrer, ce qui permettra à l'établissement de les recontacter si une personne présente au restaurant était testée positive au Covid. Pour ceux qui ne possèdent pas de smartphone, il leur reste toujours la possibilité d'inscrire leurs coordonnées sur le cahier d'enregistrement. Le dispositif semble jouable pour les professionnels. Cependant, il est jugé intrusif par certains clients qui tout simplement ne souhaitent pas être identifiés et voir leurs données personnelles rendues publiques. Ces QR codes respecteront-ils la vie privée de chacun? Le gouvernement assure qu'il ne gardera pas de traces des personnes ayant mangé au restaurant. Monsieur Lemoyne affirme que la seule chose qui sera possible, c'est que vous receviez une alerte si quelqu'un y est allé en même temps que vous et s'est contaminé ensuite au Covid-19. N'oublions pas que cette expérimentation en France est un système complètement généralisé par la Chine. En effet, le régime chinois a généralisé le recours à cette technologie en vue de contrôler les déplacements de la population, identifier les cas contacts et isoler les malades. D'après le magazine Challenge, la Chine a développé différentes applications mobiles utilisant un système de QR code, l'un étant un code santé attribué personnellement à chaque citoyen avec différentes couleurs afin de suivre leur état de santé. Le vert signifie que la personne est en bonne santé, le jaune signale une obligation d'être en quarantaine à domicile et le rouge signale une quarantaine dans un lieu prévu à cet effet. Cette omniprésence de ce QR code s'étend aussi à l'entrée des commerces, les parcs, trains et avions. Elle laisse une trace numérique du passage de l'individu et alerte si celui-ci est allé dans une zone à risque ou simplement a croisé des personnes contaminées par le virus. Ces applications de traçage sont également alimentées par la collecte des données des opérateurs mobiles. Même les enfants ou les personnes dépourvues de smartphone peuvent imprimer ou accrocher autour du cou ces QR codes qu'ils présenteront aux autorités lors d'un contrôle. Dans le contexte de crise sanitaire, le traçage par QR code peut présenter des avantages. Mais cette technologie simple d'utilisation est-elle une menace pour nos libertés d'aller et venir et présente-t-elle un risque concernant nos données personnelles? Difficile d'y répondre pour le moment. Nous pouvons constater que les systèmes de reconnaissance et de contrôle se multiplient et prennent différentes formes. Tournons-nous vers nos amis belges. Le gouvernement prépare un projet de loi pour surveiller en temps réel les déplacements de sa population avec le port obligatoire d'un bracelet électronique, comme ceux utilisés pour les criminels. L'autorité de protection des données a remis un avis très négatif concernant cet avant-projet de loi, estimant qu'il donne lieu à une violation des principes de légalité et de prévisibilité. Dubaï, lui, a déjà franchi le cap avec une autre technologie. Le pays a mis en place depuis le mois de février la reconnaissance de l'iris dans son aéroport.
Plus besoin de pièces d'identité ni de carte d'embarquement. Grâce à des scanners, les données de l'iris sont connectées aux bases de données de reconnaissance faciale à l'entrée comme à la sortie du pays. La compagnie Emirates a déclaré que les données sur les informations faciales, sur le passeport et sur le vol sont conservées aussi longtemps qu'elles sont raisonnablement nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Nous aimerions aborder avec vous une personnalité des plus controversées. Il s'agit de George Soros. Ce multimilliardaire, ayant fait fortune dans le milieu de la finance, alimente les polémiques car il influencerait de manière très importante les gouvernements du monde entier, notamment au travers de sa fondation, l'Open Society Foundation. Il serait aussi un membre éminent du groupe Bilderberg. Interviewé dans notre programme Esprit français, je vais laisser le politologue Olivier Piacentini nous en dire un peu plus sur la nature de ce groupe énigmatique ainsi que ses ambitions. C'est un cercle d'influence qui coopte des gens pour servir sa cause, la cause qui est celle de l'abattement complet des frontières et des nations et des États-nations à travers le monde. Donc, pourquoi pas des gens qui défendent ce type d'opinion, mais le problème, c'est que c'est pas un parti politique lambda qui arrive avec ses idées, son programme, qui se présente à l'opinion. Non, c'est un cercle d'influence plus ou moins occulte, en tout cas qui ne fait pas beaucoup de publicité, et qui est détenu par les principales puissances financières du monde, donc avec un pouvoir considérable d'influence sur les populations, et c'est en ça que c'est dangereux, et M. Soros occupe là un des rôles les plus éminents, c'est l'un des plus combatifs, et de ceux qui, je dirais, s'investissent le plus. Et M. Soros, vers son idéologie, œuvre à cet effet. Il œuvre véritablement à l'emprise toujours plus grande des multinationales et des banques sur la vie de nos nations et la vie de nos sociétés, c'est-à-dire qu'il voudrait carrément que le pouvoir financier-là empare également du pouvoir politique et gère le monde à une échelle globale. Un rapport parlementaire de Joachim Kuss révèle un fait pour le moins étrange. L'Union européenne aurait versé en 2019 près de 34 millions d'euros de subventions à des ONG radicales du réseau de l'Open Society Foundation. Ce rapport nous stipule que ce ne sont pas de véritables ONG, mais des organismes quasi gouvernementaux aussi appelés Quangos. Il est également mentionné dans ce rapport que certains de ces soi-disant ONG soutiennent des politiques sans frontières, ainsi que de la migration illégale. Selon un article de Valeurs Actuelles, Joachim Kuss a déclaré « Compte tenu de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid, il est difficile d'expliquer aux contribuables pourquoi l'Union européenne dépense notre argent pour des ONG de gauche qui défendent un programme radical No Borders, qui mènent des campagnes de lawfare ou guerre juridique contre des gouvernements démocratiquement élus et attaquent des dirigeants conservateurs comme Matteo Salvini et Viktor Orban. Ce seraient donc les conservateurs qui seraient lésés, alors que les partisans de la gauche et de l'extrême gauche seront satisfaits. Justement, M. Soros œuvrerait à promouvoir des valeurs progressistes qui participeraient, d'une manière détournée, à la réalisation de ses ambitions. Il soutient des associations pour l'avortement ou pour le droit à l'euthanasie. Écoutons l'analyse de M. Piacentini à ce sujet. On veut donner la mort aux vieux qui sont malades. On veut donner la mort aux enfants, mais pas aux criminels, vous voyez. Donc c'est un peu l'idéologie de gauche, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire on tue les innocents et par contre il faut absolument maintenir en vie les criminels. Bon, c'est, à mon avis, c'est un des grands marqueurs de la gauche, cette histoire, de la promotion de l'avortement et de l'euthanasie, et par contre de la lutte contre la peine de mort. Et pour moi, c'est le monde à l'envers. Bon, c'est tout à fait typique, à mon avis, des valeurs de la gauche et de l'inversion de la morale que la gauche veut promouvoir, qui est au cœur même, je dirais, de son idéologie. Dans un entretien accordé au magazine Valeurs Actuelles, Philippe de Villiers déclare à propos de George Soros. L'idée de George Soros, c'est de faciliter la révolution cosmopolitique silencieuse. Il veut faire advenir la société du moi. Le programme subliminal qui est derrière tout cela est le suivant, faire sauter les frontières de la civilisation pour fabriquer un homme nomade, remplaçable, déraciné, désaffilié. Soros, c'est la fabrique de l'homme de sable. Nous mettons régulièrement en lumière les ambitions de la Chine pour devenir la première puissance mondiale. Finalement, cette politique mondialiste prônée par M. Soros
ne joue-t-elle pas le jeu de la Chine? Tous les partisans du mondialisme sont aussi les partisans de la Chine. La Chine est le pays qui a le plus profité du mondialisme et de la mondialisation promue par les élites financières internationales et leurs suppôts politiques, dont M. Macron est l'un des principaux, l'un des principaux valets, hein, je vais dire ce mot-là, parce qu'on voit bien aujourd'hui que la politique de M. Macron ne fait que viser à l'augmentation de la puissance des multinationales et des grands groupes financiers sur notre pays. Voilà. Donc, c'est bien malheureux et bien triste qu'aujourd'hui, la France soit devenue le cheval de Troie du Parti communiste chinois, qui est la plus grande menace sur la liberté mondiale. Nous apprenons dans le journal Epoch Times que la Chine serait en train de se préparer à la guerre. Lors de son discours devant la session législative de Pékin, Xi Jinping a déclaré que la préparation des forces armées à la guerre devait être le principal objectif militaire de la nation. Son ordre s'inscrit dans le prolongement de son commandement de janvier, dans lequel il appelait les militaires du régime à se concentrer sur la préparation à la guerre, approfondir la transformation de l'entraînement militaire, construire un nouveau type de système d'entraînement militaire, et enfin améliorer de manière exhaustive le niveau d'entraînement au combat et la capacité à gagner. À la lueur de ce discours, nos yeux se tournent naturellement vers Taïwan, puisque le régime chinois compte déployer tous les moyens nécessaires pour ramener ce territoire dans son giron. Il est vrai que la Chine convoite fortement Taïwan. Pour le gouvernement chinois, c'est l'île au trésor. Occuper Taïwan, c'est rendre la Chine plus forte. Il faut bien comprendre que, dans l'esprit du régime chinois, Taïwan est perçu comme une partie intégrante de la Chine continentale. Les multiples provocations des avions de guerre chinois dans la zone de défense aérienne de Taïwan montrent la détermination du régime pour reprendre ce qu'elle considère comme sien. Le Parti communiste chinois va jusqu'à demander aux États-Unis de ne pas s'ingérer dans la gestion de cette crise et demande fermement à Joe Biden de modifier sa politique. Rappelons que Donald Trump soutenait d'une main de fer la souveraineté de Taïwan. Par ailleurs, l'actuel président des États-Unis semblerait plus tolérant vis-à-vis de la Chine, contrairement à l'armée américaine qui ne partage pas cet avis. Selon l'amiral Philip Davidson, chef du commandement américain pour l'Indo-Pacifique, cette région est stratégique pour les États-Unis et on ne doit pas céder cette pépite à Pékin. Ces éléments laissent-ils entrevoir les prémices d'une guerre géopolitique entre les États-Unis et la Chine? Aujourd'hui, Pékin joue un jeu dangereux. Le gouvernement chinois est convaincu que l'économie des États-Unis s'est affaiblie à cause de cette pandémie. Et ils ont l'intime conviction que le nouveau président Joe Biden sera moins regardant que son prédécesseur Donald Trump au sujet de Taïwan. L'armée américaine voit d'un mauvais œil l'ingérence du Parti communiste chinois. Pour elle, c'est une menace pour la souveraineté de Taïwan, mais aussi pour la position des États-Unis dans la Chine méridionale. Elle tire la sonnette d'alarme et invite l'administration Biden à montrer son soutien à Taïwan. Est-ce vraiment le bon moment pour déclencher une guerre dans le détroit de Taïwan? Les avis sont partagés. Tang Jingyuan et d'autres hommes du PCC ne soutiennent pas cette guerre. Ils pensent que si le président chinois déclare la guerre dans les prochains jours, sa réélection en 2022 sera compromise. D'autant plus que les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 seront organisés à Pékin et qu'une guerre pourrait tout faire annuler. À qui profite toute cette effervescence? Bien entendu, le Parti communiste chinois saisit toutes les occasions pour devenir, dans les prochaines années, le leader mondial. Il se positionne en premier lieu sur l'armement en injectant des sommes colossales pour la défense militaire. Pour vous donner des chiffres, le budget militaire en 2021 a augmenté de 6,8%. Il s'évalue à environ 175 milliards. C'est le prix à payer pour rendre cette armée plus forte. D'ailleurs, ce budget ne cesse d'augmenter chaque année. Li Keqiang a annoncé que la Chine prévoyait de renforcer son armée sur 5 aspects. La politique, les réformes, la technologie, les talents et la gestion par les lois. Il déclare également que la priorité sera donnée au développement des technologies dans des domaines cruciaux comme l'espace, le cyberespace, l'océan, la biologie, les nouvelles énergies, l'intelligence artificielle et aussi la technologie quantique. Dans un discours prononcé le 9 mars à Pékin, Xi Jinping a déclaré que la préparation des forces armées à la guerre devait être le principal objectif militaire de la nation. Il appelle à une coopération entre les militaires et les civils. Le terme employé par le régime chinois est la fusion civilo-militaire.
L'accent est donc mis également sur la modernisation des armes afin d'équiper les soldats d'armes dotés d'intelligence artificielle et de technologies de pointe. Nous voyons bien que la Chine veut se hisser au premier rang mondial. Pourrait-elle y parvenir? Toutes ces années de croissance économique font de la Chine un pays puissant, mais également un pays avec une armée prépondérante et dangereuse pour le monde et pour la démocratie. Cet avancement dans le domaine de la défense permettra au gouvernement chinois de régner dans le monde en se positionnant comme leader et en plaçant au second plan les États-Unis et l'Europe. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin de vous et restez libres.